Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, merci d'abord de m'offrir une fois encore l'opportunité de me trouver parmi vous. C'est la dernière occasion qui m'est donnée de pouvoir exprimer quelques réflexions après cette année extrêmement dense que nous avons vécue ensemble malgré les contraintes liées à la situation sanitaire qui nous a souvent obligés à nous tenir à distance les uns des autres, mais qui ne nous a pas empêchés de partager quelques réflexions sur des sujets que nous avons en partage comme des centres d'intérêt communs. Et je voudrais également dire la bienvenue à Édouard Philippe, maire du Havre, ancien Premier ministre, auquel je vais passer le flambeau tout à l'heure. C'est la deuxième occasion qui m'est donnée de passer le flambeau à Édouard Philippe. La première fois, mais ça il ne le savait pas et moi non plus, c'était pour qu'il exerce pendant une longue période une fonction dont il ne s'est honnêtement pas trop mal sorti, après que je l'avais exercé pendant un temps très bref. Lui ne savait pas qu'il aurait à l'exercer pendant un temps très long, et moi j'aurais aimé l'exercer plus longtemps, mais enfin les circonstances ne me l'ont pas permis, et tout cela était bien indépendant de ma volonté. Et on m'a d'ailleurs souvent fait remarquer que j'étais le Premier ministre de la Ve République qui avait exercé cette fonction pendant la plus courte période, mais comme il m'est souvent arrivé de penser qu'on était revenu à la 4e, je me console en me disant que je suis le Premier ministre de la 4e qui aura duré le plus longtemps, ce qui finalement n'est pas une mauvaise manière de se consoler. Et là, cette année, nous aurons finalement, après ce passage de flambeau, exercé pendant un temps assez identique la responsabilité d'être au parrainage de vos promotions. Et je veux dire à Édouard Philippe qu'il a beaucoup de chance de pouvoir être accueilli à son tour au sein de cette fondation. C'est une fondation qui engage des réflexions d'une grande profondeur sur des sujets dont je sais qu'il le passionne. Et comme ils m'ont passionné, me passionnent encore, notamment lorsque j'étais maire de Cherbourg. Et pour des maires qui ont exercé des responsabilités publiques à un autre niveau, qui est celui de l'État, pouvoir engager avec vous des réflexions d'une telle dimension et qui ont un intérêt et une actualité aussi grande, c'est un grand privilège. Et comme vous avez sans doute plus de temps aujourd'hui que vous n'en aviez il y a de cela quelques mois, même si la gestion d'une ville est toujours extrêmement prenante, le complément d'activité que vous offrira le parrainage de cette promotion sera pour vous une occasion de cheminer avec des esprits très vifs, tout à fait intelligents et qui vous permettront, dans votre fonction de maire, peut-être de regarder au terme de cette année passée avec eux les choses un peu différemment. Je relisais par le hasard des choses, il y a de cela quelques jours, un livre que j'avais lu il y a 25 ans et qui est un petit livre d'Italo Calvino qui s'intitule Les villes invisibles, qui est un livre dans lequel cet auteur, cet intellectuel, explique de façon assez d'ailleurs poétique les raisons pour lesquelles il a la passion des villes et leur adresse à travers ce texte un très, très beau poème finalement, dans lequel il explique la relation que l'intellectuel, que l'auteur, que l'écrivain peut avoir à la ville. Et dans ce petit livre, il explique notamment que si les villes sont l'œuvre à la fois de l'esprit et du hasard, ce n'est ni le hasard ni la puissance de l'esprit qui suffit à faire tenir debout les murs des villes. Et qu'il faut un projet commun finalement pour que les villes aient une identité et qu'elles permettent à ceux qui convergent vers leur centre de s'y sentir bien. Ce que j'ai ressenti dans les propos que vous avez tenus les uns et les autres avec votre expérience professionnelle et votre sensibilité. Ce qui recoupe d'ailleurs une préoccupation, une idée qu'avait développée François Mitterrand à la toute fin de sa vie, lorsque invité à une émission de Bernard Pivot, et il rendait compte du contenu de l'un de ses derniers livres, et Bernard Pivot lui posait la question de savoir ce que pour lui signifiait l'Europe. Et Mitterrand avait répondu, pour moi l'Europe c'est la ville. La ville en tant qu'elle est un lieu où des infrastructures culturelles, des œuvres intellectuelles, des œuvres de l'esprit, ou des lieux de connaissance, où se diffusent des savoirs, se trouvent rassemblés et contribuent à faire sens. Et je crois que profondément la ville c'est cela. Et parce qu'elle est cela, elle doit, comme vous l'avez signalé tout à l'heure dans votre propos, croiser de multiples approches.
Et je ne sais pas ce qu'en pense Édouard, mais dans l'exercice de la fonction de maire, en tous les cas c'était le cas lorsque je l'ai quitté il y a de cela maintenant presque 9 ans. Le temps passe vite quand on s'arrête aussi. Mais lorsque j'ai quitté cette responsabilité il y a 9 ans, j'étais déjà dans la conviction qu'on ne peut bien exercer la mission de maire et bien administrer une ville que dès lors qu'on est en situation de répondre à plusieurs défis à la fois. Et c'est plus vrai encore aujourd'hui que ça ne l'était il y a 9 ans, pour des raisons qui tiennent aux défis qui se sont affirmés depuis 9 ans et qui apparaissent aujourd'hui non plus comme des défis, mais comme des urgences auxquelles il faut faire face au plan local comme au plan national et international. Le premier défi auquel la ville se trouve confrontée, c'est la contribution dans laquelle qu'elle se trouve obligée d'apporter à la question du climat. Et je ne pense pas que l'on puisse faire des villes comme on en faisait auparavant, c'est-à-dire sans vision d'ensemble, sans schéma directeur et sans préoccupation des conséquences qu'ont tel ou tel projet d'urbanisme ou telle volonté de densification de tel ou tel quartier sur les écosystèmes d'un territoire, sur la biodiversité dans la ville, sur la question des transports ou c'est la question de l'éco-construction. Et donc, le défi climatique est un défi qui impose désormais aux maires, non pas de se contenter du plaisir de l'architecture, non pas de se contenter du plaisir de beaux bâtiments ou de beaux équipements publics, mais qui les oblige, dans le cadre notamment des marchés de définition multiples, à avoir une vision globale de la ville dans laquelle l'ambition climatique s'intègre absolument. Et si nous n'avons pas cette ambition-là, alors on se trouve sévèrement jugé par les citoyens qui, sur ces questions, ont un regard de plus en plus fort et de plus en plus exigeant. Le deuxième défi, c'est celui de la cohésion de la nation et des territoires dans un pays où les choses se fracturent depuis longtemps et où la confrontation s'instaure de façon parfois violente, où l'incompréhension gagne, où l'altérité s'efface, où la notion de respect dans la relation interindividuelle disparaît, au point que dans la vie politique, je ne sais pas comment vous avez ressenti ça, Monsieur le Premier ministre, mais l'invective prend beaucoup plus de place que la capacité à accéder à l'argument de l'autre, surtout si l'on veut le détruire, cet argument, par la rhétorique, par la pensée, par l'exercice intellectuel. Et moi, je suis très frappé de voir que la métropolisation que nous avons tous conçue lorsque nous étions au gouvernement comme une chance de voir nos territoires se conforter dans la compétition internationale est de plus en plus contestée comme un processus d'aspiration par des territoires qui ont la chance de pouvoir s'engager dans ce processus de métropolisation de tout ce que des espaces plus vastes peuvent comporter d'opportunités et de chances. Et la fracturation territoriale dont la crise des Gilets jaunes a été l'un des aspects, simplement, il y a bien d'autres raisons, a révélé ce processus de confrontation à travers l'intégration dans les esprits de ce que sont les inégalités territoriales. Et donc ça, c'est un deuxième défi, par-delà le défi climatique qui me paraît fondamental. Comment, par l'aménagement du territoire, le dialogue engagé entre les territoires, par-delà leur singularité, leur spécificité, on peut faire en sorte que la cohésion soit confortée et renforcée. Le troisième point, qui me paraît être un défi moins évident parce que moins dans l'actualité, mais pourtant très, très essentiel, et vous avez eu raison de ce point de vue-là de centrer votre réflexion sur la question des savoirs, c'est l'accès à la connaissance. Je suis très frappé, je ne sais pas si tu as ressenti les choses de cette manière, Édouard, de voir que l'accès à l'information apparaît aujourd'hui comme beaucoup plus important dans les référentiels politiques et dans les discours que l'accès à la connaissance, au savoir. Bon. Or, moi, je suis, vous l'avez compris, totalement démodé. Je suis un homme qui raisonne à partir de considérations qui paraissent désormais comme un peu old-fashioned, mais je pense que l'accès à la connaissance est beaucoup plus important que l'accès à l'information, et l'accès à l'information n'a d'intérêt que pour autant qu'on peut accéder à la connaissance. Et pourquoi est-ce que je distingue l'accès à l'information de l'accès à la connaissance? Parce que nous avons beaucoup accès à l'information aujourd'hui par la numérisation de la société, par les réseaux sociaux, Internet, etc. Mais l'utilisation que nous faisons des informations qui circulent sur Internet ne contribue pas toujours à l'exercice du libre arbitre.
ne sont pas nécessairement des informations que l'on prend et que l'on retraite à travers un exercice intellectuel pour favoriser le débat, pour faire en sorte que le débat s'articule à des considérations rationnelles. Généralement, l'accès à l'information est une extraordinaire opportunité pour convoquer ce qu'il y a de plus compulsif ou de plus immédiatement réactif dans l'esprit humain, pour précisément que l'invective l'emporte sur la confrontation intellectuelle classique. Or, je pense que l'intérêt de la ville, c'est que non seulement elle permette l'accès à l'information, mais que par les bibliothèques, les universités, les centres de recherche, la présence de la presse, l'exercice du débat public par les acteurs politiques locaux, l'accès à l'information permette au libre arbitre de pouvoir continuer à s'exercer par la confrontation de l'esprit aux éléments de la connaissance. Enfin, dernier élément qui est important, c'est la relation avec les citoyens. On est dans une crise de confiance politique majeure. Je suis très frappé de voir, ça c'est l'intérêt que Édouard Philippe n'a pas encore pressenti parce qu'il est encore dans l'action politique, mais lorsque, comme moi, on s'est mis un peu en retrait des choses, on goûte au plaisir de l'entomologie. Et le plaisir de l'entomologie, ça permet de regarder avec distance les comportements politiques auxquels on a soi-même contribué et de voir les effets qu'ils produisent. Or, ce qui me frappe, c'est que tout le monde se précipite dans les matinales, par-delà les sensibilités politiques des uns et des autres, mais plus personne n'est capable de dire ce qui a été prononcé, évoqué à l'occasion de ces matinales, parce que finalement, ces matinales sont généralement peuplées de grands narcisses, parfois même de petits narcisses, qui, de peur d'être oubliés, parlent tous les jours, et sans se préoccuper de savoir si ce qu'ils ont à dire a de l'intérêt. Généralement, ils sont depuis longtemps oubliés d'être utiles, au motif qu'ils sont convaincus d'être indispensables. Et comme ils sont convaincus d'être indispensables, ils ont la peur panique ontologique d'être oubliés. Eh bien, je pense que dans la ville, il est absolument indispensable qu'on crée les conditions de retour de la confiance par une autre relation des citoyens à ceux qui exercent la responsabilité publique, où il y ait plus d'humilité, de profondeur, de dialogue, d'interaction, et que la coproduction, vous appelez de vos voeux, soit possible. Voilà les quelques éléments que je voulais vous livrer après cette année passée avec vous, de façon un peu désordonnée, mais qui sont les 4 éléments que je retiens. Je voudrais conclure sur un point, pour terminer par là où j'ai commencé, c'est-à-dire le passage de relais à Édouard Philippe. Nous sommes tous les deux issus d'un territoire qui a quelque intérêt, du point de vue des sujets qui vous passionnent, qui vous ont conduit à parler les uns avec les autres tout au long de cette année. Ce territoire s'appelle la Normandie. Elle était tellement extraordinaire, cette Normandie, que pendant longtemps, il y en eut 2. Et maintenant, il n'y en a plus qu'une. Si bien que Édouard Philippe et moi-même, nous sommes finalement nous avons été ou nous sommes les élus de villes qui sont sur un même et unique territoire. Et ce territoire, il est très particulier. Et il est entre terre et mer. Il est entre industrie et agriculture. Il est entre ruralité et villes importantes, non loin de Paris, au point d'ailleurs qu'un ancien président de la République, avec une vision que je crois juste, avait exprimé l'idée que le grand port du Havre pouvait être finalement le grand port de Paris, avec une vision territoriale qui prolongeait Paris jusqu'à la mer, en allant jusqu'au Havre. Le seul défaut de ce projet, c'est que il aurait pu aller jusqu'au Havre et jusqu'à Cherbourg. Et nous avons d'ailleurs à ce moment-là beaucoup parlé avec le maire du Havre de la possibilité de saisir cette opportunité évoquée par le président Sarkozy, de faire du projet
du Grand Paris, une opportunité de dialogue entre les ports normands. Donc ce territoire, il est plein de diversité. Et tous les sujets que vous avez évoqués aujourd'hui, sur la relation entre la ruralité, la métropole, entre les enjeux urbains, les enjeux territoriaux, l'accès à la connaissance, sont des sujets qui, en Normandie, pour des raisons qui tiennent à la diversité des territoires, au poids de la culture aussi, ont un vrai sens. Et donc, c'est bien que finalement, deux maires de sensibilités politiques différentes, un encore en activité, l'autre qui ne l'est plus, issus tous les deux de villes portuaires, mais dont les enjeux urbains et économiques sont différents, puissent en 2 ans travailler avec vous sur les questions qui vous passionnent. Alors, Le Havre et Cherbourg sont 2 très jolies villes de Normandie qui ont beaucoup de points communs en raison de leur façade maritime, qui ont quelques différences. Alors là, je vais un peu titiller le maire du Havre. La première différence, c'est que la préfecture maritime est à Cherbourg et a vocation à y rester absolument. Et la deuxième différence, c'est que à Cherbourg, les socialistes sont là depuis longtemps et, selon moi, ont vocation à y rester pour toujours, ce qui n'est pas le cas de la ville du Havre, et qui est malgré tout une ville extraordinairement bien administrée et dont les 2 maires successifs que j'ai connus, Antoine Ruffnac et Édouard Philippe, sont deux grands élus de très grande qualité qui ont une très belle vision de leur ville. Et la troisième différence, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, c'est qu'il y a une collection botanique à Cherbourg qu'il n'y a pas au Havre, pour des raisons historiques, sur lesquels je veux m'attarder 3 secondes avant de vous laisser, et qui doivent convaincre Édouard Philippe de ne jamais aller sur ce terrain, parce que le retard, le fossé est trop important à combler. C'est sous Louis XIV que la Marine nationale est arrivée à Cherbourg. Elle est arrivée sous Louis XIV à Cherbourg, non pas pour fabriquer des bâtiments destinés à maîtriser ou à conquérir les mers, contrairement à ce que la tradition des arsenaux pourrait laisser à penser, mais parce que Louis XIV voulait que les marins, à partir de Cherbourg, aillent récupérer des espèces botaniques rares partout à travers le monde, puissent les réimplanter à Cherbourg, dont il avait compris, lui, qu'il y a un écosystème climatique exceptionnel, qui n'a rien à voir avec la réputation météorologique faite à cette ville au journal de 20 heures depuis près de 30 ans. Et le climat très tempéré de Cherbourg permettait à des espèces botaniques venues du monde entier de prospérer, puis on les emmenait au jardin d'acclimatation, et ensuite à Versailles, où ces espèces botaniques prospéraient. Eh bien, cette histoire-là de Cherbourg, qui était assez peu connue, mais qui explique le nombre de sociétés savantes, de cabinets de curiosité, de scientifiques fous qui ont pu se retrouver dans cette ville et auxquels a succédé un coefficient de polytechnicien au mètre carré pour des raisons qui tiennent à la juxtaposition du nucléaire civil et du nucléaire militaire, est un élément très important de l'histoire de la ville et qui explique que nous ayons une collection de plantes exceptionnelles, et notamment la plus grande collection privée classée à l'inventaire de plantes à travers le jardin Favier, qui était menacé de disparition, que nous avons fait racheter par le conservateur du littoral, qui est désormais propriété de la ville et dont je continue de m'occuper. C'est ma seule fonction à Cherbourg désormais, à travers une fondation que je suis en train de créer pour que les espèces botaniques qui sont encore dans ce jardin, mais qui ont disparu des pays dans lesquels ils ont été prélevés, puissent être réimplantées dans ces pays par duplication de ces plantes dans les serres, notamment municipales, avant leur réimplantation dans les différents pays du monde où elles ont été récupérées, dans une histoire longue dont nous avons toutes les étapes et toutes les références. Voilà, je termine par cela pour vous dire que je n'ai pas la réputation d'être écologiste, mais je le suis de façon très rentrée, pour des raisons qui tiennent à l'histoire de cette ville et pour des raisons qui tiennent aussi à ce que ces éléments d'histoire ont apporté au Cotentin depuis très longtemps et qui n'étaient pas nécessairement connus. Et ça, au Havre, ça n'existe pas du tout, en connaissance, mais pas du tout.
Et je pense que ça permettra à Édouard, au cours de l'année qui vient, de vous dire quelles sont en revanche les singularités du Havre qui n'existeront jamais à Cherbourg et qui vous permettront de découvrir toutes les facettes de cette Normandie que je vous invite à découvrir, à redécouvrir encore et toujours, car c'est l'une des plus belles régions de notre pays. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. J'invite maintenant Bertrand Defedo, président de la Fondation Palladio, Thierry Laroupon, vice-président de la Fondation Palladio, et Gilbert Raymond à vous rejoindre sur scène. Voilà, Monsieur le Premier ministre, nous arrivons à ce moment symbolique. Moi, il me revient, j'allais dire, la tâche que j'aime bien, de vous remercier. Et je le ferai sur un ton, vous me le permettrez, assez personnel. Nous connaissions l'homme public. Nous avons admiré sa solidité. Et je pense que dans ce parrainage que vous avez exercé pour les auditeurs, vous nous avez livré plus que ça. Vous nous avez livré ce que vous êtes. Et je crois que dans les temps qui s'ouvrent, ce qui va nous être le plus précieux, c'est la solidité. On a parlé beaucoup de cette ville qui va évoluer, qui va certainement aller vers des horizons que nous ne savons pas imaginer. Et ce qu'il va nous falloir, c'est de la solidité. Je trouve que dans l'exercice que nous faisons à l'Institut Palladio, qui est de permettre à une trentaine de jeunes dirigeants qui ont déjà fait leurs preuves sur le plan professionnel, qui sont reconnus par leur talent et qui se préparent, je l'espère, à exercer des responsabilités importantes pour la construction de la ville. Et que dans ce cadre, ils aient le privilège, qu'ils aient la chance de rencontrer des personnalités qui se sont illustrées dans la vie publique et qui viennent livrer leur savoir d'une façon plus intime et plus personnelle. C'est ce que nos amis britanniques appellent la cross-fertilisation et qui, je pense, s'exerce ici de façon invisible, mais ô combien riche. Vous voyez, au fil des années, je trouve que l'Institut Palladio, qui est admirablement conduit par Gilbert, produit des fruits qui se verront dans les années qui viennent, puisque nous parlions du jardin botanique tout à l'heure. Il faut des centaines d'années pour arriver à tirer les fruits de tout cela, n'est-ce pas, Gilbert? Eh bien, vous avez apporté dans cette fonction de parrain quelque chose d'infiniment précieux. Je crois que la construction de la ville de demain va venir d'une relation renouvelée entre ceux qui ont la responsabilité politique de la construction de la cité et ceux qui, par leur professionnalisme, leur responsabilité économique, sont aussi les bâtisseurs. J'appelle de mes voeux que cette relation puisse s'enrichir, qu'elle soit empreinte d'un plus grand respect, d'une plus grande complémentarité. Et je crois que votre attitude, ce que vous avez appris, a structuré cette relation que nous appelons de nos voeux. Merci de votre architecture personnelle, si vous me permettez cette comparaison. Merci de cette distinction que vous faites entre l'information et le savoir, comme vous nous l'avez livré tout de suite, et qui illustre ce que doit apporter la solidité dans les temps mouvants. Merci infiniment, Monsieur le Premier ministre. Merci Bertrand. Gilbert. Monsieur le Premier ministre, je me permets de vous remettre le document qui reprend toutes les contributions de l'année. Vous y retrouverez votre propre préface. Et puis, voilà. C'est pas une BD. C'est assez dense. Donc, je lis autre chose de temps en temps. Ce serait bien. Mais vous voyez, hein, il y a beaucoup de textes. On fait pas vraiment dans l'illustration. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. On n'a malheureusement pas pu se rencontrer beaucoup à cause des circonstances, et je le regrette. Et on a une dette envers vous, mais on va la combler. C'est de venir vous voir à Cherbourg et de venir voir le jardin botanique. On vous l'a promis. On organisera ça avec la promotion et on viendra, on prendra le train.
le car, enfin ce qu'il faut pour arriver jusqu'à Cherbourg. Vous avez compris que c'était pas simple. Voilà. Ouais, on a étudié la question et on a compris que vous aviez raison. Merci encore. Merci à vous tous. Et ce moment m'est aussi l'occasion d'associer ces remerciements à ceux qui ont fait ces instituts, Gilbert en particulier, et Thierry Laroupon, qui est vice-président de la Fondation Palladio et qui, dans notre équipe restreinte et je crois efficace quand même, assure la responsabilité de cette part de la Fondation Palladio. Merci beaucoup, merci Gilbert. J'invite maintenant Édouard Philippe, Monsieur le Premier ministre, maire du Havre, président de la communauté urbaine du Havre, Seine Métropole, à rejoindre sur scène. Et si vous me le permettez, Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous poser 2 questions. Tout d'abord, ce que représente pour vous la Fondation Palladio, et enfin, le pourquoi de votre engagement en tant que parrain de l'Institut. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, si j'ai répondu favorablement à l'invitation qui m'était faite de parrainer cette promotion à venir, c'est pour 3 raisons qui répondent toutes les 3 à vos 2 questions. La première, c'est parce que c'est Alain Juppé qui me l'a demandé. J'ai avec Alain Juppé, maire de Bordeaux, des relations de tendresse, dont je conçois qu'elles puissent être difficiles à appréhender lorsqu'on connaît l'un et l'autre. Mais néanmoins, c'est bien de cela dont il faut parler, de la tendresse, puisqu'il a été à la fois mon patron et mon maître, et que j'ai travaillé avec lui, et j'ai appris avec lui, et je l'ai vu être un maire pas seulement bon, mais épanoui, pas seulement visionnaire, mais aussi extrêmement attentif aux détails. Et il est vrai que quand il me demande des choses, il faut que je trouve d'excellentes raisons pour les lui refuser. Je n'en ai pas trouvé. La deuxième raison qui m'a conduit à accepter, c'est que j'ai vu sur les documents que je me suis fait quand même communiquer pour savoir dans quel bourbier je me lançais, j'ai vu qu'il me serait donné le privilège de succéder une nouvelle fois à Bernard Cazeneuve. Bernard l'a dit, c'est la 2e fois. Comme je n'envisage pas de prendre la présidence du Jardin Favier, ni d'investir considérablement dans la botanique en général, et dans la botanique à Cherbourg en particulier, il est probable que ce soit la dernière. Sauf si... Mais je dois dire que comme la première fois, ça m'avait plutôt bien plu de succéder à Bernard, j'ai trouvé utile de poursuivre l'exercice. Pour aller un petit peu plus avant dans ce que je veux dire s'agissant de succéder à Bernard, je voudrais dire que j'ai pu observer mon prédécesseur ici et ailleurs pendant quelques années. Nous sommes très différents. Très différents. La pensée politique, nos inclinaisons personnelles l'ont conduit à se positionner à gauche de l'échiquier politique. Alors que moi, je me suis positionné à droite de l'échiquier politique. Une gauche européenne, libérale, respectueuse de l'État et du monde de la production, attachée à la liberté dans tous les sens du terme, extrêmement attentive à la légalité, à l'état de droit, pour Bernard. Et s'agissant de moi, une droite européenne, extrêmement attachée à la liberté, respectueuse de l'État, attentive à la production, soucieuse de la liberté d'expression, bref, quelque chose de radicalement différent. La géographie l'a conduit à investir le champ politique d'une Normandie qui pendant longtemps a été qualifiée à tort de basse Normandie.
Là où mon histoire personnelle et mes choix m'ont conduit à m'investir politiquement dans une Normandie qui, pas à tort, a longtemps été qualifiée de Haute-Normandie. Il faut dire que longtemps on l'avait appelée Basse-Seine. On préférait Haute-Normandie et Basse-Seine, oui ça. Nous sommes aujourd'hui tous les deux normands et finalement ça nous va bien. La troisième différence fondamentale, c'est la botanique, c'est vrai. Et ça, je crois que rien, ni dans mes goûts, ni dans mes inclinaisons personnelles, ne me conduisent un jour à m'occuper de ça. Non, moi, ce serait plutôt la boxe. De la même façon que la botanique, parce qu'elle apprend la patience et en même temps à composer avec le réel, est utile dans le monde politique, la boxe, avec l'art de l'esquive qu'elle impose, le sens de la réaction qu'elle développe, et parfois même le sens du chaos, qu'on inflige, pas qu'on subit, peut être utile aussi dans le monde politique. Bref, je le dis en souriant, mais je le dis très sincèrement, Bernard m'a beaucoup impressionné. Il m'a beaucoup impressionné parce que je n'oublie pas, et je pense que le pays n'oublie pas, en tout cas je pense que les concitoyens les plus attentifs et les plus amoureux de leur pays et de leur histoire n'oublieront jamais que dans des moments où le déchaînement terroriste a frappé notre pays, dans des moments d'une intensité que d'une certaine façon j'ai mieux comprise après, il a été d'une parfaite solidité. Et c'est quelque chose. Et parce que j'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour lui, je suis très heureux, très flatté et très honoré d'essayer une nouvelle fois d'être à la hauteur du précédent qu'il a bien voulu poser. Car dans les grandes différences qu'il existe entre nous, il y a aussi celle du droit. Car il est juriste, alors que moi je suis juriste aussi. Merci. Une dernière raison qui tient ni à Alain Juppé ni à Bernard, mais qui tient à une chose qu'a abordée au fond, et je ne le ferai pas aussi bien que lui, Bernard. C'est qu'en politique on pense peu. Non pas du tout que les gens ils soient idiots, ils sont pas plus idiots que la moyenne et ils sont même parfois très bons. Mais mécaniquement, on est amené à penser peu. C'est à la fois l'époque, avec son maelstrom médiatique qui l'impose, mais au-delà de l'époque, on pense peu car on agit beaucoup, on réflexe beaucoup, on organise beaucoup, on arbitre beaucoup, et tout ça ne sont pas des tâches simples, ni méprisables, ni accessoires, mais la pensée longue, la réflexion lente, très lente, et même d'une certaine façon incertaine, c'est-à-dire qui peut, telle la Seine dans ses méandres normands, partir assez loin avant de trouver sa destination. Cette réflexion-là, elle est assez peu commune. C'est un fait, et c'est regrettable. Et ça manque un peu. Et donc, lorsqu'on est un élu actif, lorsqu'on est maire d'une ville, avoir l'occasion de réfléchir un peu avec des gens différents, qui regardent autrement les choses, et qui viennent confronter des visions, des théories, des intuitions, des pratiques, avec ce que vous vivez vous-même, est incroyablement précieux. Et voilà pourquoi votre fille est bête. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Si maintenant vous pouvez vous placer sur le devant de la scène pour acter le passage de témoin sur la photo. Avancez, je vous prie. Avancez un peu. Alors, nous arrivons à ce moment symbolique qui est ce passage de témoin. Je fais partie de ceux qui attachent de l'importance au symbole. Merci d'avoir pris le temps, tous les deux, dans des emplois du temps qu'on imagine, de participer à ce moment symbolique qui est dans l'intimité aujourd'hui, mais qui est largement relayé et qui, je pense, restera comme une pierre tout à fait importante dans l'histoire de l'Institut.
pour illustrer ce moment symbolique et vous remercier, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le maire, d'accepter cette succession, j'avais envie de faire référence à une phrase qui m'est revenue, que vous connaissez tous. Cette phrase a été prononcée par un poète qui vivait il y a 2000 ans dans cette ville, Rome, qui a été probablement la première ville dans l'histoire de l'humanité qui a dépassé le million d'habitants. Et cette phrase est extraite de la 10e satire. 10e. Nous arrivons à la 10e promotion. Et cette satire, bien sûr, elle est de Juvénal. Et cette phrase, vous la connaissez tous, c'est « mens sana, in corpore sano ». Je pense que cette année, nous avons travaillé sur l'esprit, sur la connaissance. Nous avons travaillé sur la transmission que doit opérer la ville dans la culture des hommes. Et cette année, nous allons nous attacher à réfléchir aux conditions du corps sain. Mens sana in corpore sano. Je crois que quand Juvénal a prononcé cette phrase, il l'appliquait évidemment à l'homme, à la personne. Ce qui nous est proposé à 2000 ans après, dans cette entrée du XXIe siècle, c'est d'appliquer cette phrase à la ville. Je pense que plus nous travaillons, plus nous notons les uns et les autres cette similitude qu'il y a entre la personne et la ville. Nous parlons volontiers de métabolisme urbain. Et ce que nous avons à découvrir, je crois, sous votre conduite, sous votre impulsion, c'est comment nous allons pouvoir appliquer à la ville de demain cette phrase qui nous est livrée par un poète il y a 2000 ans, « Mens sana in corpore sano ». Et c'est là qu'on va découvrir probablement qu'il n'y a pas si loin entre le botaniste et le boxeur. Merci infiniment d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup.